Bonjour Sophie Schrago. Bonjour Nina. Sophie, vous êtes anthropologue de formation. Vous avez complété votre thèse en anthropologie sociale à l'Institut en 2017. Votre réflexion porte sur les relations entre féminisme, laïcité et religion en Inde. Vous retracez l'émergence d'un féminisme islamique au sein de la communauté musulmane en Inde, où vous avez conduit 19 mois de travail ethnographique. Par la suite, durant votre séjour à l'université de Columbia à New York et à Manchester, vous avez réalisé un film documentaire basé sur votre thèse sur le mouvement indien des femmes musulmanes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter un peu quelle a été votre trajectoire de l'anthropologie à l'anthropologie visuelle, puis au film documentaire? Bon, pour commencer, il faut dire que j'ai toujours eu un intérêt prononcé pour le médium visuel. Très jeune déjà, je m'essayais à la photographie, je jouais avec les caméras de mon père. Et au fur et à mesure que la technologie s'est développée, je suis progressivement passée de la photo à la vidéo avec les caméras DSLR. Et bien entendu, en parallèle, j'ai au fil du temps développé et nourri une passion pour le cinéma, et en particulier pour le cinéma documentaire. Il y a quelque chose qui me fascinait dans ce format du cinéma du réel, à quel point les images qui nous sont présentées sont un reflet de la réalité, à quel point le montage restitue l'authenticité des moments filmés. Enfin, c'était des questions qui m'interpellaient déjà très tôt. Et puis bon, j'adorais aussi l'exploration de la texture du quotidien des gens. C'est pas pour rien que j'ai fini anthropologue d'ailleurs. Mais voilà, donc très tôt déjà, j'avais un intérêt grandissant pour le genre documentaire. Par la suite, j'ai eu l'occasion de rejoindre les équipes de différents festivals de films en tant que bénévole ou en tant qu'assistante à la programmation et autres. En Suisse? Ici en Suisse, mais également plus tard à New York. Mais j'ai notamment rejoint le Festival du film sur les droits humains, ici à Genève, le FIFDH. Et ça coïncidait en fait avec mes années militantes, à l'époque où je travaillais pour la Ligue suisse des droits de l'homme. Je faisais partie de la commission d'observation sur le droit d'asile et des étrangers. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là, lorsque je travaillais au FFDH et à la Ligue suisse des droits de l'homme, que je me suis faite la réflexion que le film, le médium visuel, constitue en fait un médium autrement plus puissant que n'importe quel autre rapport et communiqué, notamment lorsqu'il est question de dénoncer la violation des droits humains. Il y avait quelque chose de super intéressant à observer, la façon dont le pouvoir d'évocation d'une image, la manière dont les images vont susciter des émotions et influencer le public, influencer l'audience qui tout d'un coup peut être acquise à la cause défendue dans le film. C'était des éléments de réflexion qui m'ont interpellée. Et en marge aussi, j'ai eu l'occasion d'observer tous les mécanismes de sélection et de production qui s'opéraient au sein de ces festivals. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un film est choisi pour son traitement visuel par rapport à une thématique donnée, pourquoi pas un autre? Quelles sont les formes de censure que ces mécanismes de sélection opèrent, peut-être malgré eux? Je pense que ces expériences, elles m'ont vraiment ouvert à tout un univers de réflexion autour du visuel. Et je crois que c'est presque du coup naturellement que j'ai un jour décidé de ramener la caméra avec moi sur le terrain. Et c'est avec une naïveté déconcertante que je me suis dit que j'allais faire un documentaire sur la base de mon terrain de recherche. Et parce que je crois que j'avais aussi eu l'envie de faire quelque chose de plus que de rédiger une thèse qui, selon moi, allait prendre la poussière sur le rayon de la bibliothèque. Je voyais un documentaire. Seulement, je crois que c'est vraiment le moment où j'ai commencé à enclencher la caméra que je me suis rendu compte que le médium visuel va complètement bouleverser les modalités de la recherche ethnographique. Très intéressant. Et justement, par rapport à votre formation d'anthropologue, est-ce qu'il y a des méthodologies ou des concepts issus de cette formation qui vous ont guidé après dans ce travail de production de films documentaires? Alors, évidemment, il y a la méthode d'observation qui est vraiment propre à la discipline anthropologique. Ma démarche cinématographique, elle s'inscrit dans une approche observationnelle qui est d'ailleurs, qui constitue un courant important dans le genre du film ethnographique.
avec des différences de part et d'autre de l'Atlantique. On a d'un côté le direct cinéma des frères Maysles aux États-Unis. De l'autre côté, on a le cinéma vérité de Jean Rouch. Je m'inspire un peu des deux, mais enfin, mon approche se veut résolument observationnelle, non intrusive, le plus que possible. J'essaie de donner l'espace aux femmes militantes que je suivais dans le cadre de mes recherches, leur donner en fait l'occasion de décider la manière dont elles voulaient structurer le film, de choisir ce qu'elles me montrent, de choisir ce qu'elles me disent. Et dans ce sens-là, c'est vraiment aussi une démarche collaborative. On pourra revenir là-dessus plus tard. Et à part ça, en termes de concept anthropologique, je pense qu'il est impératif que l'on puisse constamment repenser sa position au sein du champ social où l'on mène son terrain. Où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on entreprend comme projet? Avec quels moyens et à quelle fin? Comment est-ce qu'on entreprend ce processus de construction de savoir et de représentation de l'autre? Et quelles implications cela a? Éthique, politique, épistémologique. Et je pense que la présence de la caméra, qui est tellement intrusive et imposante, nous oblige vraiment à repenser sa position au sein du champ social qu'on étudie. Et parce qu'on ne peut juste pas faire abstraction de la caméra. Et parce qu'on est dans une démarche de représentation visuelle, je pense que c'est d'autant plus important de se montrer réflexif par rapport à notre rôle et nos ambitions, nos objectifs. Parce que l'image a quand même une portée plus significative. Oui. On peut songer d'ailleurs aux dérives de l'anthropologie dans ses premiers tâtonnements, à l'époque où la discipline servait encore l'entreprise coloniale. À quoi ont servi les images? Quels projets elles ont servi? Oui. Quel a été l'impact de ces images sur le long terme? Un impact néfaste, pour le moins qu'on puisse dire. Et justement, en fait, donc cette caméra qui prend de la place, qui est visible, qui est en soi, on va dire, vraiment l'accessoire du chercheur qui va faire un documentaire, est-ce qu'en elle-même, cette caméra peut devenir en fait un aspect méthodologique de la recherche, dans la question de recherche plus globale? Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, la présence de la caméra va de toute évidence bouleverser les paramètres du terrain. Le moment où on enclenche la caméra, les modalités changent. Je veux dire, la présence de la caméra est tellement intrusive. Il y a quelque chose de très inquisiteur dans le fait de pointer son objectif, de braquer sa caméra sur un sujet. Donc ça va forcément changer les récits, changer les comportements, les rapports de pouvoir en vigueur. Et pour moi, ça a été tout à fait révélateur de constater que plus que simplement documenter mon terrain, l'usage de la caméra permettait de générer tout un tas d'informations, de données auxquelles je n'aurais jamais eu accès si je n'avais pas ramené ma caméra. En commençant à comparer en fait les récits, les langages corporels entre les moments avec ou sans caméra, j'ai découvert que ces femmes militantes que je suivais maintenant depuis quand même un petit moment avaient une manière complètement différente de se présenter, de se raconter, de mettre des mots sur leur trajectoire individuelle face à la caméra. Il y avait une forme de performance que je n'avais jamais observée auparavant, sans la caméra. Et pour moi, c'était tout à fait révélateur de voir que ça me permettait d'obtenir plus d'informations sur la manière dont elles performent ces identités religieuses, ces identités de genre. Et à ce niveau-là, vraiment, c'est une plus-value pour la recherche ethnographique. Est-ce que vous avez quelques exemples de moments ou de vignettes où quelque chose comme ça est arrivé? C'est surtout dans les moments, par exemple quand j'évoque la différence de récit, dans tous ces moments de conversation, d'échanges intimes où elles me racontent leur passé. Hors caméra, j'ai toujours eu le sentiment que il y avait certes énormément d'émotions dans leurs propos, mais le moment où j'enclenchais la caméra, je ne sais pas ce qui faisait que peut-être les émotions étaient exacerbées, mais il y avait des larmes qui coulaient. Il y avait un côté larmoyant auquel je n'avais pas été habituée sans la caméra. Et je pense que
Cela vient du fait que se raconter face à la caméra notamment, c'est devenir un sujet. C'est prendre corps et reprendre le pouvoir. Il y a quelque chose de très puissant. Donc, ce sont typiquement des moments d'entretien où, face à la caméra, lorsqu'elles évoquent leur passé, tout d'un coup, ça fait remonter des larmes. Et c'était très intéressant de voir, par exemple, ce qu'elles choisissaient de mettre en avant et au contraire, ce qu'elles choisissaient de passer sous silence. Donc, de comparer, voilà, pourquoi elles choisissent de mettre l'accent sur ça plutôt que le reste. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au principe de réflexivité et à l'idée d'entrer dans une approche plus participative où nos sujets de recherche en fait, vont activement participer à la production de connaissances, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur votre approche, peut-être issue de l'anthropologie, et puis comment est-ce que vous l'appliquez dans vos travaux? Pour moi, la construction de savoir se fait nécessairement au travers de l'échange avec notre sujet. Les femmes militantes du mouvement indien des femmes musulmanes que j'ai étudiées ont eu un rôle déterminant dans la construction de savoir, enfin, que ce soit dans les moments où elles partageaient leurs réflexions sur leurs pratiques religieuses ou qu'elles m'expliquaient la spécificité de leur engagement militant. Elles ont eu un rôle déterminant et donc moi j'estime que, je souhaitais leur rendre justice à leur participation à ce processus de construction du savoir, en essayant de trouver un moyen de les intégrer plus activement à la conceptualisation de ma recherche. En fait, je crois que j'avais envie de faire un petit peu plus que de rédiger ma thèse et des articles avec mon seul nom comme auteur. J'avais envie qu'elles prennent une part plus active. Et d'où l'idée donc d'entreprendre ce projet de documentaire de façon collaborative. Je voulais les faire intervenir à chaque étape du processus de réalisation, que ce soit au moment de l'élaboration du scénario, qu'on discute comment est-ce qu'elles envisagent la narration de ce film, que ce soit au moment du tournage, qu'elles me disent quand filmer, quoi filmer, à quel moment arrêter la caméra, jusqu'au moment du montage. Où, moi j'essayais vraiment sur le terrain de monter quelques séquences, des scènes que je leur soumettais pour sonder leur opinion et déterminer ce qui selon elles fonctionnait ou pas. Donc voir ce qu'elles souhaitaient changer, pourquoi elles souhaitaient le changer, comment. Et d'autre part, moi ça me permettait aussi de me rendre compte de la manière dont elles analysaient ou faisaient sens par rapport à leur performance à l'écran. Et donc c'est vraiment une approche collaborative et collective, même si parfois la collaboration a ses limites. Parfois il s'agit plus de négociation que de collaboration. Et puis ça, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le document écrit. C'est quelque chose qui est vraiment propre, vous pensez, à la production documentaire? Je pense qu'il est possible, selon les contextes, selon les terrains, il est possible d'inclure dans le format écrit les participants. On peut leur demander de contribuer sous forme de... ils peuvent tenir un journal et écrire, mettre des mots sur leur trajectoire et partager ceci dans le format final de la thèse ou du livre. C'est tout à fait envisageable. Pour autant qu'il n'y ait justement pas cette barrière linguistique. Moi, j'estime que par rapport à la recherche en anthropologie classique, où on va sur le terrain, on prend des notes, on observe, on s'entretient avec les participants de la recherche, on échange des informations. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on rentre avec toutes ces données dans notre sac à dos. On se rend à la bibliothèque et on procède à l'analyse de ces données et on écrit nos trucs, nos papiers de notre côté tout seul. Alors, bien sûr que l'échange peut perdurer au-delà du terrain, il est encore possible de contacter ces participants, mais je trouve que ça reste quand même très largement une démarche individuelle, alors qu'avec l'approche visuelle, il y a une dimension un peu plus collective, ne serait-ce que déjà dans la restitution du terrain, quand il s'agit de partager les résultats de sa recherche. Le format visuel est quand même plus accessible. Clairement, là, la question de la barrière linguistique, elle ne se pose pas.
si on devait partager, par exemple, une thèse qui a été rédigée dans une langue que nos sujets ne maîtrisent pas, très vite, ça complique les choses. Tandis que là, avec le fait de se voir à l'écran, déjà, il y a une réaction immédiate que l'on peut sonder. Et de manière générale, ça fait intervenir les participants de manière plus active dans le processus de réalisation, de construction. Et je pense que c'est quand même quelque chose que l'écrit ne nous offre pas. En tout cas, pas de la même manière. Pour la participation de ces femmes, il y a toute une, on va dire, toute une gamme de manières de participer. Et je voulais voir avec vous justement comment est-ce que vous incluez ça, même jusqu'au montage en fait, parce qu'au finalement c'est vous qui allez créer une narrative, une histoire au final, quelque chose qui doit être quelque part agréable à regarder pour une certaine marge de la population, enfin, une certaine audience. Donc comment est-ce que vous construisez tout ça, enfin, comment est-ce que vous organisez tous ces éléments lors du montage? Quand je fais le montage, je procède toujours à ces sessions de retour, de feedback, où voilà, je leur montre une scène et je filme le moment où elles visionnent ces séquences de manière à voilà, capter toutes leurs réactions. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir leur retour sur ce qui fonctionne ou pas, sur ce qui, selon elles, devrait être enlevé ou modifié. Et donc, je réajuste constamment le montage. De cette façon, je les inclus en fait dans ce processus de montage en tenant compte de leur avis, en tenant compte de la manière dont elles veulent structurer le récit. Et par rapport au montage, moi j'essaie de faire un montage réflexif, un montage honnête, c'est-à-dire sans trucage par rapport enfin, au niveau des plans, au niveau du rythme. J'essaie de garder par exemple, de conserver en fait tous ces moments où transparaît un contact entre la personne et moi et la caméra. Donc tout ce qui est de l'ordre d'un regard furtif vers la caméra, un regard complice ou gêné, un moment d'embarras où tout d'un coup ils vont me demander d'arrêter la caméra, ou alors même d'inclure ces moments de réflexion lorsqu'on discute du projet, de comment est-ce qu'on entrevoit voilà, le projet final. Et l'idée en fait, de garder tout ceci au montage, c'est aussi une façon de rompre avec l'illusion de l'objectivité du format documentaire. C'est de montrer que la présence de la caméra et la mienne est reconnue, même quand elle met mal à l'aise. Et il faut que, voilà, de nouveau, ce soit aussi quelque chose qui soit accepté par les femmes, parce que j'entreprends vraiment ce projet de manière collaborative, et du coup, il faut que j'aie leur accord par rapport à ce montage final. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, elles m'ont demandé de retirer ces éléments. Justement, est-ce qu'il y a eu des moments de débat, de conflit presque, où vous vouliez garder ce plan qui était extrêmement explicatif, qui était très intéressant, et puis ça n'a pas fonctionné? Ah oui, il y en a eu plein des moments de tension. Enfin, de tension. Je dirais que c'est les moments où la collaboration se transforme en négociation. Parce que voilà, je pense qu'on, même si on essaye de définir un scénario collectivement, on a des agendas différents. Je pense qu'elles envisagent ce documentaire à des fins propagande, c'est peut-être exagéré, mais elles y voient une manière de visibiliser leur mouvement. Et quant à moi, c'est vrai que parfois je suis prise par des considérations esthétiques, des conventions de narration dans le style documentaire. Et puis il y a des plans séquences que moi j'estime importants, qu'ils ne veulent absolument pas faire apparaître dans le montage final. Notamment tous ces moments de gêne où elles me disent « arrête la caméra ». Pour moi, c'est chouette de pouvoir l'inclure au montage, mais pour elles, c'est trahir justement, montrer que non, en fait là tu dois enlever la caméra. Enfin, toutes ces parties qui relèvent des discussions en coulisses, pour elles, ça ne devrait pas figurer dans le montage final. Et voilà, je respecte leur point de vue. Je pense qu'en marge de ce projet, j'aimerais bien réaliser un court-métrage qui soit totalement réflexif sur ces questions justement de tension dans la réalisation de ces projets. Notamment,
j'aimerais faire un mini court-métrage qui revienne sur une des protagonistes qui a choisi de se retirer à mi-chemin et revenir en fait sur les raisons de ce malaise, de mon rapport à cette femme et à ce projet, ce qui me tenait à cœur et pourquoi ça n'a pas marché. Mais comment en fait faire un film en parlant d'un sujet sans jamais le montrer. Et lors du montage, comment est-ce que vous organisez les images pour souvent en fait, transmettre une pensée qui est peut-être abstraite? Parce qu'au-delà du travail de recherche anthropologique, en fait, c'est quand même un document visuel, un support visuel que vous construisez. Et je voulais voir comment est-ce qu'avec votre fibre artistique, vous réussissez à utiliser certains plans pour transmettre, oui, des pensées qui sont intellectualisées, mais par l'image ou par le son. Comment filmer ce qui relève de l'abstrait? C'est difficile de pouvoir parfois capter une idée en image. Mais je pense qu'il faut toujours se montrer très alerte et puis filmer finalement, essayer de capturer un maximum de moments, de séquences, même quand elles nous paraissent anodines. Mais par exemple, moi là où je filme, l'essentiel du film se déroule dans un minuscule espace. C'est un petit tribunal situé dans un quartier très bondé de Bandra East à Mumbai, un quartier musulman. Et c'est un espace très restreint avec peu de lumière. C'est la place pour combien de personnes à peu près? On peut aller s'entasser jusqu'à 10, mais très concrètement, il y a 3 places. D'accord. Et les gens s'asseyent Les gens, peu importe si la caméra est là, ils vont venir s'installer devant, à même le sol. Enfin, on peut s'entasser jusqu'à bien une quinzaine de personnes, sauf que très concrètement, il y a un bureau avec 3 places et moi assise dans le coin. Donc c'est vite compliqué, mais donc l'idée c'est que la caméra elle suit la présidente de ce tribunal, Khatoun Zoubeda Cher, qui est la première femme qadi du pays. Elle s'est formée au droit islamique. Donc qadi veut dire juge islamique, magistrate. Et donc on la voit au quotidien en train d'arbitrer des cas de divorce, de litiges matrimoniaux de toutes sortes. Bref, c'est très tendu, ça explose souvent dans tous les sens, ça hurle. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces moments de relâchement où on ressent toute une forme de frustration, de tension. Et l'idée, c'est d'utiliser en fait des images qui puissent évoquer ces sentiments de frustration. Et donc je vais filmer par exemple l'à côté, les moments entre les débats, quand le tribunal est complètement vide. Je vais filmer le ventilateur qui tourne au plafond. Ou alors, par exemple, j'ai filmé une fois, j'ai zoomé sur une fenêtre d'un de ces immeubles qui tombait un peu en miettes dans le quartier, où on voyait justement une femme dans la pénombre, mais on voyait le rideau voler au vent. Et pour moi, ça évoquait un sentiment de suffocation et d'aliénation. Le fait qu'il y ait fenêtre sur vue, que toute la vie se déroule dans la rue, mais que cette personne est à l'intérieur. C'est une façon pour moi d'évoquer des notions qui sont intellectualisées, mais qui sont difficilement montrables en fait. C'est une question d'interprétation et il faut aller au feeling et trouver ce qui parle visuellement. L'ultime étape de réflexivité, on pourrait dire, c'est que ces femmes elles-mêmes en fait prennent votre caméra sans qu'elles y soient invitées, sans qu'elles aient été invitées à le faire, et qu'elles filment quelque chose qui leur parle à elles-mêmes. Est-ce que ce genre de séquence est arrivé? Malheureusement non. C'est quelque chose que j'aurais apprécié, mais je pense qu'elles sont tellement happées par leur travail militant quotidien qui leur prend énormément d'énergie. Et je pense qu'il y a déjà tellement à prendre sur soi au moment où la caméra est braquée sur nous et qu'il faut gérer à la fois le tribunal et puis le fait qu'on fasse l'objet d'un film. C'était déjà beaucoup en fait en termes d'exigence. Et je pense que le moment où elle pouvait juste s'en aller et puis oublier ce contexte du tournage, de caméra, de micro, elle le faisait. Enfin déjà, systématiquement, dès qu'il y a
dès qu'elles avaient l'occasion, elles étaient là, est-ce que je peux retirer le micro? Enfin, donc oui, il n'y a pas eu cette curiosité-là de leur part. Je pense aussi qu'il y a peut-être un problème d'accès à cette technologie qui n'est pas forcément simple. Voilà, comment on manipule une caméra, c'est pas la puissance des caméras en fait que j'ai. Et puis, mais même, alors elles auraient pu très bien le faire avec leur téléphone portable. Et elles ont toutes un compte TikTok d'ailleurs, donc mais ça ne s'est pas fait malheureusement. Et je pense que c'était parce qu'il y avait une grande fatigue déjà. Oui, oui. Sophie, pour en revenir à votre sujet de recherche, comment les femmes musulmanes en Inde sont-elles représentées et comment est-ce que votre travail documentaire se positionne par rapport à cela? Globalement, aujourd'hui, la représentation des femmes musulmanes souffre de lourds clichés et stéréotypes, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le cinéma populaire, enfin dans l'imaginaire collectif. On va souvent déjà représenter les femmes musulmanes comme une espèce de bloc homogène, sans personnalité propre, sans aucune subjectivité, sans voix même. Trop souvent, il est question de les représenter comme effacées derrière le voile de leur hijab, de leur niqab, et comme victimes passives de leur religion. C'est vraiment, enfin, on fait usage d'un répertoire traditionnel pour représenter la communauté musulmane par opposition à l'aspect moderne, libéral de la majorité hindoue. L'idée est véhiculée derrière ces représentations est que l'islam opprime les femmes. Et le discours qui accompagne ces représentations, généralement, consiste à dire qu'il faut sauver les femmes musulmanes et les aider à s'émanciper du patriarcat musulman dont elles seraient victimes. Et cette émancipation, elle devrait nécessairement avoir lieu au travers d'une mise à distance du religieux. Enfin, en gros, c'est pour être libéré, il faut s'émanciper de l'islam. D'après ce raisonnement, en fait, toute mobilisation féminine, un caractère religieux, où il serait question de repenser les textes religieux à des fins d'émancipation, tout cela relèverait en fait une fausse conscience. On a pendant très longtemps supposé que toute femme devrait nécessairement vouloir s'émanciper de son statut de subordonnée, quel que soit son contexte. Or, lorsqu'on a des femmes qui n'incarnent pas ce désir de liberté de la même manière, ou du moins qui essayent de trouver d'autres voies d'émancipation, qui vont s'écarter de cette notion libérale centrée sur l'autonomie, sur la liberté individuelle, eh bien ces femmes sont immédiatement taxées de fausse conscience. On va leur dire qu'elles sont inconsciemment soumises à l'idéologie patriarcale. Je peux citer l'exemple désormais tristement commun, du voile. On va supposer que les femmes voilées adoptent une pratique qui va fondamentalement à l'encontre de leur propre épanouissement. On questionne dans quelle mesure elles reconduisent leur propre subordination en adoptant des pratiques et des notions de genre qui correspondent à un idéal masculin. Donc vraiment, c'est bien entendu une analyse complètement biaisée. Et face à cette conception très hégémonique de l'émancipation, de la religion, la liberté, moi j'ai envie de déconstruire ces stéréotypes et j'ai envie d'utiliser le cas de ce mouvement indien des femmes musulmanes dont l'usage combiné des répertoires religieux, séculiers, amène de nouveaux éclairages sur ce rapport entre féminisme et religion. L'idée, c'est vraiment Dans votre travail documentaire Dans tout, dans ma recherche, oui. Qu'elle soit sous format écrit ou dans mon travail documentaire. L'idée, c'est vraiment de montrer en quoi l'engagement d'un grand nombre de femmes musulmanes dans ce mouvement peut laisser penser que le vecteur religieux peut constituer une importante matrice d'émancipation. Donc moi, dans ce documentaire, ce que j'essaye de faire notamment, c'est de mettre le projecteur sur ces femmes militantes, de montrer comment elles réinvestissent le champ religieux, comment elles adoptent le cadre islamique dans leur lutte pour leur droit à l'égalité. Et certes, on voit ces femmes évoluer, mener leur mobilisation au sein de structures de subordination où elles vont résister à l'hégémonie masculine, en subvertissant notamment la signification de différentes pratiques religieuses ou en s'appropriant un vocabulaire pour leurs propres objectifs.
tout en reconduisant dans le même temps des normes religieuses qui peuvent possiblement maintenir leur subordination dans un contexte d'inégalité de genre. Ce que j'aimerais en fait interroger, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre que ces femmes trouvent dans la voie religieuse une forme d'émancipation, et en quoi cet engagement est propice à relayer leur aspiration à l'émancipation, alors même qu'ils se situent dans un cadre de soumission à la loi divine. À travers ce documentaire, l'objectif est de montrer que ces femmes qui réinvestissent le champ religieux, même bien qu'elles se soumettent à ce cadre islamique, elles font preuve néanmoins d'un sens d'autonomie et d'une idée de prise en charge de leur situation, en étant notamment motivées par le sentiment qu'elles choisissent d'elles-mêmes leur propre trajectoire et surtout leur propre raisonnement spirituel. Et ça au détriment de toutes les prédestinations socio-religieuses qui leur sont généralement imposées par la famille et la communauté. Donc au final, c'est vraiment de pouvoir illustrer à quel point ces femmes s'octroient le contrôle de leur rapport à la religion. Et surtout, je vais vous montrer qu'elles sont à même de pouvoir assumer ces différents rôles de citoyennes indiennes engagées, de militantes, féministes, si elles assument le label, de mères, d'épouses et de musulmanes pratiquantes. Pour elles, toutes ces identités sont absolument conciliables. Il ne devrait pas y avoir de contradiction entre ces différentes identités. Et c'est pour moi vraiment une façon de déconstruire en fait ces représentations qui sont beaucoup trop figées et monolithes. Et justement, par rapport au mouvement de femmes musulmanes ce que vous avez étudié et parmi lesquelles vous êtes restées pendant un certain nombre d'années, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les spécificités de ce mouvement? Alors, le mouvement indien des femmes musulmanes, Bharatiya Muslim Mahila Andolan en hindi, a été fondé en 2007, donc près de 5 ans après les émeutes du Gujarat, les violents pogroms anti-musulmans. Et 2 ans après la publication d'un rapport mandaté par le gouvernement, le rapport du comité Sachar, qui devait faire un état des lieux de la situation pour la minorité musulmane. Or, dans ce rapport, finalement, il était très peu fait mention des femmes musulmanes. Donc, il y a vraiment ce sentiment que finalement, elles présentent le désavantage d'être une minorité dans la minorité. Donc, l'idée est venue de créer une plateforme pour vraiment traiter des questions spécifiques propres à la situation des femmes musulmanes. Et l'objectif dans ce mouvement était double. D'une part, travailler à l'amélioration des droits civils, sociaux, économiques et politiques des femmes, donc vraiment travailler par exemple, un meilleur accès à l'éducation, des meilleures opportunités socio-économiques et une meilleure représentation politique. Et aussi d'essayer d'améliorer en fait l'interprétation des droits qui leur sont donnés dans le cadre islamique. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'armer les femmes avec la connaissance des textes fondateurs de l'islam, à savoir le Coran, les hadiths et la Sunna, de sorte à ce qu'elles puissent mieux se défendre au sein de la communauté, notamment pour tout ce qui est des droits au sein du mariage. En prenant le Coran et la Sunna comme grille de lecture pour la promotion de l'égalité. De cette façon, en fait, elle s'inscrit vraiment dans une démarche dans le cadre de la pensée féministe islamique, où l'idée principale est vraiment de reprendre, de repenser, réinterpréter les textes fondateurs, de retourner aux sources et d'en dégager en fait les principes d'égalité, de dignité, en utilisant l'outil du raisonnement juridique, qui est le ijtihad, qui est propre à justement réformer la pensée et les pratiques religieuses en islam. Et donc vraiment de faire ressortir les éléments d'égalité, de dignité et de justice, et d'écarter toutes les interprétations rigoristes et patriarcales qui ont au fil du temps déformé la compréhension des textes, de droit islamique et de la loi islamique. L'objectif à plus long terme, c'est de réformer le code personnel musulman, lequel n'a absolument jamais été codifié en fait depuis l'ère coloniale. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le code personnel musulman, c'est en fait un paragraphe long comme ça qui stipule que le droit de la famille musulman repose sur la charia. Donc, avec aucune disposition légale mise par écrit, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les interprétations et à toute discrimination et forme d'abus.
d'ici à ce que ça se fasse, que le projet soit adopté par le Parlement et qu'une loi soit édictée, l'objectif de ces femmes est de mettre en place un centre de formation en droit islamique pour que les femmes puissent devenir magistrates, qadi, et d'instaurer des tribunaux islamiques où ces femmes président et du coup redéfinissent le contrat islamique de mariage. Finalement, cette récupération du droit islamique, c'est une manière pour les femmes de se réapproprier les termes du débat sur qu'est-ce qui constitue une bonne interprétation de la loi divine et qui est légitimé et autorisé à redéfinir les paramètres de la relation conjugale en islam. Comment est-ce que la caméra peut contribuer à mieux comprendre les registres séculiers et religieux, justement qui sont très entremêlés dans les pratiques militantes de ces femmes? Pour répondre à cette question, je pense que déjà, il faudrait se demander qu'est-ce qui relève du registre séculier, qu'est-ce qu'une pratique séculière, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il existe un état d'esprit séculier à proprement parler? Et inversement, qu'est-ce que le religieux? Comment percevoir le religieux? En termes visuels, j'imagine, comment est-ce qu'on filme une pratique religieuse? Souvent, quand la religion relève du domaine de l'indicible, de l'invisible. Moi, concrètement, ce que j'essaie de montrer, c'est... alors je suis cette femme qadi qui préside donc, ce tribunal islamique dans un quartier de la ville de Mumbai. Et je montre comment elle arbitre différents cas de violence conjugale, de litiges matrimoniaux, etc. Et là où c'est intéressant, c'est de voir comment elle mobilise ces différents registres. Donc il y a toute une partie qui fait appel à des références coraniques, à des principes de jurisprudence islamique, où elle va interpréter des concepts. Et dans ses verdicts, dans ses sermons, elle va toujours utiliser ce registre et le combiner à des références aux articles de la Constitution, mais aussi à des conventions internationales relatives aux discriminations et violences à l'encontre des femmes. Et c'est de cette manière-là qu'on voit qu'il y a toujours cette forme de synergie entre le registre religieux et séculier. C'est qu'au final, on ne peut pas penser ces catégories de manière distincte et séparée. Au-delà de cette dichotomie du religieux et du séculier, parce que finalement, ce sont des catégories co-constitutives qui se définissent l'une par rapport à l'autre. Donc là, clairement, c'est montrer comment dans leur pratique militante, elles intègrent ces deux registres-là. Et moi, je me concentre en particulier sur tous les verdicts et les sermons où il y a tout un registre religieux, du fait que son verdict s'inscrit dans le cadre islamique, mais qu'elle bricole avec des notions séculières relatives par exemple, au droit civil, au droit international. Et justement, sur ce point, est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit, un shot est-ce que vous pouvez nous décrire une séquence visuellement d'une instance comme celle que vous décrivez? Si on est à l'intérieur du tribunal, c'est très souvent des moments très forts en émotion. On a des familles, belles familles qui viennent en fait disputer différentes versions d'un conflit. Donc c'est très haut en couleur, ça crie dans tous les sens. On assiste à un couple très souvent qui traverse une crise ou qui cherche à se séparer ou une femme a été victime de violence de la part de son conjoint. Et là-dedans, l'idée c'est vraiment de faire intervenir les deux parties, que chacun puisse donner sa version. Et ensuite, c'est là où tout le monde s'y mêle et c'est Ratoun, la juge, qui va devoir ensuite départager et puis établir son verdict. Donc on est vraiment dans une forme de huis clos où je suis beaucoup de cas au sein de ce tribunal islamique. Mais j'ai aussi d'autres séquences qui se situent en dehors du tribunal où je suis Ratoun, la juge, dans son quotidien, dans son intimité, chez elle, des moments qu'elle passe en famille, quand elle m'autorise de le faire. Par rapport à ce format de documentaire, il y a une grande partie qui
qui inclut la circulation du documentaire. Et je voulais vous demander comment le passage de l'anthropologue qui travaille surtout avec un document écrit à celui de la cinéaste ou bien de la réalisatrice qui travaille avec la production d'un documentaire, comment est-ce que ce passage du texte à l'image affecte la politisation du contenu dans un contexte en fait, de montée des tensions communautaires en Inde? Bon, déjà, le passage du texte à l'image est tout sauf neutre. Il y a des implications différentes. Je veux dire, être muni d'un stylo et d'un carnet de notes, c'est pas la même chose que d'être muni d'une caméra et d'un micro. On expose une personne, on expose ses vues et parfois même son intimité. Donc il y a quelque chose, il y a une forme de vulnérabilité avec le format visuel qu'il n'y a pas forcément à l'écrit. Et ce qui est très important, c'est, comme vous le disiez, en termes de circulation, il y a un moment où ces images peuvent nous échapper. Elles peuvent toujours être détournées, on ne sait jamais comment elles vont être reçues, comment elles vont circuler au sein de la communauté. Donc les enjeux sont considérables. Il y a vraiment des considérations éthiques et politiques. Je pense que là, il faut être très conscient de notre rôle dans la construction de ces images. Mais c'est sûr que dans un contexte de tension interconfessionnelle, ça rend la démarche encore plus délicate. Et d'ailleurs, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être en plein tournage et de finalement me faire snobber par les femmes qui tout d'un coup voulaient se retirer du projet. Pour elles, c'est délicat de se mettre au front. Vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la société. Elles se sentent prises en étau entre la communauté et l'État qui essayent d'instrumentaliser leur agenda. Et donc, c'est difficile pour elles de constamment renégocier en fait, leur image. Donc, ça n'a pas été évident, clairement. Oui, de faire accepter cette caméra. Il y a vraiment un rapport de confiance qui a dû se mettre en place sur le long terme. Sur le long terme. Parce qu'il y a aussi cette question de quand elle s'adresse à la caméra, en fait, à qui elle s'adresse? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à l'université de laquelle vous venez? Ou est-ce que c'est le public indien? Je pense qu'elle et moi, on a en tête une audience indienne. On a vraiment une audience locale. Moi, ma première audience, déjà, ce sont elles. Ce sont mes sujets, ce sont les femmes militantes que je suis. C'est vraiment la première audience que j'ai en tête quand je filme et que je monte ce film. Maintenant, c'est sûr que l'objectif premier pour nous, c'était d'avoir une circulation locale. On aurait aimé avoir des projections sur la place publique, au sein de la communauté, de sorte à pouvoir aussi continuer la conversation autour de ces questions du droit des femmes, du droit des minorités, et de repenser ce rapport communauté, religion, féminisme, droit individuel. C'était l'objectif en fait, de ce film, d'en faire une plateforme pour continuer la conversation sur les besoins de réforme légale. Pour l'instant, avec le Covid, c'est un peu compliqué. On verra par la suite, mais ici, d'ailleurs, au-delà de cette audience, le film peut intéresser une audience de chercheurs en sciences sociales, d'anthropologues. Je serais ravie que ce film puisse également susciter l'intérêt de toute personne qui finalement s'intéresse à ces questions de religion, de réforme légale, de féminisme. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Trago. Merci, Nina.